s'agit d'Algérie au pluriel plutôt, c'est-à-dire je distinguerai entre les Algéries que je m'étais représenté avant d'y aller, depuis la jeunesse, notamment l'adolescence, et les Algéries aussi que j'ai découvertes en allant faire de la coopération là-bas. Alors je vais commencer par mes Algéries anciennes. Bien, en tant que petit Montluçonnais, une petite ville industrielle du centre de la France, l'Algérie était présente essentiellement dans mes souvenirs par ces gens qui vendaient des tapis, qui avaient les tapis sur l'épaule et que l'on traitait parfois avec un peu de mépris. On les appelait les monts amis, par exemple, puisqu'ils devaient dire monts amis, etc. Et les gens les traitaient un petit peu de manière hautaine, avec certaines suffisantes. Ensuite, pendant l'adolescence, l'Algérie était présente en raison de la guerre. On en parlait chez vous de cette... Bien sûr, parce que moi, par exemple, je suis né en 1942. Donc si je n'avais pas eu le sursis d'études, eh bien, j'étais bon pour y aller avant les accords d'Évian. Tout comme bon nombre de jeunes appelés qui sont partis, qui avaient à peine 20 ans. Donc les accords d'Évian, ça a été vécu comme un soulagement par les familles, par les gens. Moi, ma famille, tout le monde a voté pour De Gaulle, parce que voter pour De Gaulle, c'était mettre fin à la guerre d'Algérie. Pas nécessairement parce que les gens avaient tous des sympathies pour l'indépendance et pour l'idée de décolonisation, mais ça voulait dire que leur rejeton mâle n'allait pas risquer de se faire tuer là-bas pour une cause dont on ne voyait pas très bien l'intérêt. Et d'ailleurs, mon premier roman, Le Prince des parquets salons, raconte la virée un peu alcoolisée, libidineuse d'une bande de jeunes zozos qui sont sans doute représentatifs de la majorité des mâles de cette génération, qui viennent d'apprendre que les accords d'Évian sont signés, et donc qu'ils n'iront pas en Algérie, alors qu'on a des cousins un peu plus âgés dans ma famille qui a passé par exemple 23 ou 24 mois plus à Tébessa, non loin de la frontière tunisienne, et tout ce qu'ils nous racontaient, c'était un peu effrayant, effectivement. Certains racontent les tortures auxquelles ils ont plus ou moins participé. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours été anticolonialiste, et fondamentalement pour l'indépendance de l'Algérie, et j'avais envisagé, avant de me porter comme objecteur de conscience pour ne pas y aller, mais étant jeune enseignant, enfin étant passé par l'école normale d'instituteur, être objecteur de conscience, ça signifiait perdre l'éventualité de devenir enseignant. C'était un choix important, mais je n'avais pas totalement éliminé cette idée-là. Et puis, heureusement, les accords d'Évian sont intervenus sans que j'aie à faire ce choix. Est-ce que je l'aurais fait? Honnêtement, je ne peux pas. En tout cas, je n'aurais pas été porté les valises pour le FLN. Je ne pense pas. Je n'aurais pas été jusqu'à participer, comme certains l'ont fait, parce que quand même, j'avais quelques appréhensions quant aux méthodes du FLN, les attentats à l'aveugle, etc. Moi, dans ma famille, il y avait des gens qui avaient été résistants, mais qui ne posaient pas de bombes dans la population civile, qui s'attaquaient aux soldats allemands. Voilà, donc, déjà, j'avais lu aussi Camus, qui me faisait réfléchir par rapport à Sartre sur le type d'engagement que je pouvais envisager par rapport à ces événements. Les moyens qu'on emploie pour accéder à la liberté tout à fait légitime imputent gravement parfois, et ça a été le cas de l'Algérie, de même que pour certaines révolutions aux idées généreuses,
ont parfois métastasé en dictature totalitaire. Bon, pas le cas de l'Algérie, on n'a pas vraiment un totalitarisme au sens où Hannah Arendt le définit, à savoir avec extermination de masse et surveillance généralisée de la population. Moi, ce que j'ai vu en Algérie, c'est que les gens n'avaient pas peur d'exprimer des critiques, en tout cas dans les années 80. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Je pense que... Ça semble être toujours le cas, avec quand même des représailles qui sont menées de manière un peu arbitraire. Le mouvement est à une telle ampleur que le pouvoir ne peut pas exercer une surveillance du type de la Stasi en Allemagne de l'Est, par exemple. Voilà. Mais il y a quand même une recrudescence, à mon avis, de la répression et des arrestations, notamment en Kabylie. En tout cas, c'est ce que je lis sur Facebook, dans les réseaux sociaux, et parmi mes correspondants, mes anciens élèves, c'est ce qu'on me dit, en tout cas. Il y a peut-être un petit peu de paranoïa de ce point de vue-là, d'exagération, un peu de complotisme, d'exagération de la répression telle qu'elle est engagée. Mais les faits sont là. Un livre que j'ai dévoré, 1984, Les oranges amères de Petite Kabylie. Oui. Alors, on a évoqué déjà effectivement votre attachement à l'Algérie, mais comment vous retrouvez-vous au début des années 80 en Kabylie ? J'arrive en 83, oui. Parce que je voulais voir du pays, il faut bien le dire. J'aspirais à voir le monde, à travailler à l'étranger. J'avais déjà voyagé pas mal auparavant. J'avais fait 2 ans en Angleterre, le séjour que je raconte dans Swinging Mai 68, le 3e roman de ma trilogie bourbonnaise, montluçonnaise et européenne. Et donc, oui, j'avais cette idée d'aventure, ayant toujours été favorable à l'indépendance de l'Algérie et ayant été un militant de gauche assez engagé, j'y allais parce que l'Algérie représentait, à l'époque, pour moi, pour ma famille, ma compagne de l'époque, qui est morte maintenant, une sorte de modèle d'émancipation du modèle colonial, la lutte révolutionnaire, le choix du mode socialiste de développement aussi. Avec certaines contraintes que vous évoquez. Voilà. Ce choix, l'Algérie prenait une autre voie que le Maroc, par exemple. Donc, tout ça m'incitait. On avait été prévenus qu'il valait mieux pour notre confort personnel choisir le Maroc ou la Tunisie, que la vie était sans doute plus facile pour des coopérants étrangers qu'en Algérie, où il y avait des pénuries dues à ce choix de modèle socialiste de développement. Face à la réalité, ce séjour a contribué à nous faire perdre nos illusions, tant sur le plan de l'Algérie elle-même que du modèle socialiste. Nous avions, en partant, des idées reçues d'un pays qui s'engageait sur la voie socialiste des développements, vers des lendemains qui chantent, bien entendu, et puis pour vérifier qu'un pays du tiers-monde pouvait s'en sortir sans le colonisateur. Oui, on était parti un peu pour vérifier ça et pour voir de visu comment était la vie de tous les jours dans un pays qui avait choisi cette voie anticolonialiste et plutôt quand même socialiste. Et puis il y avait cette notion malgré tout d'aventure, de partir un petit peu à l'aventure avec une certaine liberté. Oui, une certaine liberté, un certain goût de l'aventure, mais tempéré par le fait, on savait par exemple que nos enfants seraient scolarisés à l'école française de Béjaïa. En effet, il y avait encore beaucoup de coopérants français, et pour attirer ces coopérants français, les écoles françaises, et puis la France avait intérêt à maintenir une présence culturelle française, donc des écoles françaises fonctionnant avec des programmes français, avec des enseignants français, ce qui ne présentait aucune difficulté après pour les enfants de se réinsérer après en rentrant en France, bien entendu. D'autant plus que vous arrivez à une période où
les Algériens parlent encore couramment français, par exemple. Oui. À l'époque, le français était parlé surtout en Kabylie, par tout le monde. Quand on allait vers Sétif, on pouvait rencontrer des gens quand même en 83, l'arabisation, les gens étaient scolarisés et alphabétisés en arabe. Donc dans les Oranges amères de Petite Kabylie est une partie de votre histoire, même si elle est romancée. Oui, c'est un roman. C'est inspiré de faits réels. Un récit romancé, très autobiographique quand même. Mais ce qu'il y a de plus romancé dans le roman, c'est toute la partie histoire d'amour entre ce coopérant qui a servi à Mers-el-Kébir dans une maison close, il faut bien dire, qui était maintenue, puisque la base de Mers-el-Kébir était une enclave laissée à la France, prévue dans les accords d'Évian. Donc ça, c'est inventé. Cependant, l'idée m'a été donnée par un garçon qui, effectivement, a été comptable dans le BMC, je veux dire le nom, bordel militaire de campagne, de Mers-el-Kébir. Alors bien entendu, il n'a pas vécu ensuite l'histoire d'amour qui est contée dans le roman, mais il a bel et bien tenu les clés de la bourse de cette maison close. L'idée de cette histoire d'amour difficile, sinon impossible, c'est de symboliser, d'être un peu la métaphore de la difficulté qu'il y a à vivre ensemble, à se comprendre, et à créer une relation apaisée et durable entre la France et l'Algérie. C'est un peu, elle sert cette histoire d'amour, de métaphore, mais aussi elle m'a servi, moi en tant que romancier, de permettre au lecteur de s'intéresser un petit peu à cette histoire, parce qu'il y a aussi pas mal d'informations de type sociologique, de type économique, la crise du logement, les pénuries qui sont décrites par le menu et qui pouvaient ne pas passionner tout le monde. Donc c'était ma façon à moi de faire une œuvre romanesque en même temps que sociologique et historique également. Voilà. Vous avez passé combien de temps en Algérie ? 3 ans, de 83 à 86. C'est l'époque où on pouvait se déplacer encore assez facilement en Algérie. Complètement. Oui. On était en complète sécurité. Nous avions un camping-car Volkswagen et on faisait du camping sauvage. Je raconte d'ailleurs notre voyage avec les enfants à El Oued, dans le Grand Aigues oriental, à la frontière tunisienne. Très souvent, on campait partout, quoi. Et on était très bien accueillis. On avait un sentiment de sécurité complet, aucune appréhension. Les gens, sans doute moins agressés qu'en Tunisie. Je raconte d'ailleurs que le passage de la Tunisie, on est complètement agressé par des gens qui veulent nous vendre des roses, des sables. Ça n'a pas trop changé. Alors qu'en Algérie, les gens avaient une curiosité, venaient. Bon, les enfants, bien sûr, s'ils pouvaient récolter un petit stylo ou un petit bonbon, une friandise, ils ne disaient pas non. Mais pour ce qui était des gens, des adultes, ils venaient nous demander si on avait besoin de quelque chose, d'eau, de quelque chose. Oui. On a même été invités plusieurs fois à coucher chez les gens, aussi bien en Algérie qu'en Tunisie. Je raconte aussi, lors du voyage dans le Grand Terre occidental à Timimoun, on invite des amis à faire le tour de ce Grand Terre, venus de France. Et là, on arrive vers midi et on demande, ça devait être à Médéa, je crois, à des gens où on pouvait trouver du pain. Et la personne nous dit, elle avait deux baguettes à la main. Là, vous ne trouverez plus de pain à cette heure-là. Et c'était une réalité. Il nous offre ces 2 baguettes. Et les copains qui étaient venus n'en revenaient pas. La Peñaroldo, c'est quelque chose que nous avons découvert, on ne nous en avait pas parlé. L'eau était coupée à midi, alors très rapidement, vous apprenez à faire des provisions. Alors c'est dans la baignoire qu'on remplit le matin et dont on se sert pour se laver. Et surtout, les bidons. Les fameux jerrycans. Les bidons. Et dans tous les HLM, nous avons
vécu, les gens avaient installé une sorte de cuve une bâche, qui se remplissait et qu'on pouvait après utiliser. Alors c'était un filet d'eau. Pour avoir une douche, c'était un peu inconfortable quand même. Il fallait prendre la douche le matin qu'après-midi, mais bon, on se débrouillait. Après, on prenait ça à la rigolade un petit peu, il faut bien le dire. Mais oui, c'était une contrainte. Hein. Et puis il y avait assez souvent des coupures d'électricité, des coupures de gaz. Le gaz était très bon marché, hein. On était chauffé avec des premiers producteurs de gaz naturel à l'époque. Hein. Et cependant, il y avait des pénuries de bouteilles de gaz. La pénurie, moi j'avais en tant que sympathisant du Parti communiste français et titulaire d'une licence de russe, j'avais voyagé beaucoup en URSS et dans les pays de l'Est avant, et effectivement j'avais vécu ces pénuries, mais en tant que touriste de passage. Vous achetiez, moi je m'en souviens pas, mais pour pousser à l'économie de marché, vous alliez acheter par exemple une bouteille de gaz et on vous forçait à acheter une pelle ou un truc comme ça. Donc ça c'est en URSS c'était la même chose. C'est-à-dire les choses qui n'étaient pas demandées, on forçait les gens à acheter avec un produit qui était demandé pour l'écouler. Un exemple de pénurie et surtout de dysfonctionnement total du système de distribution dans un pays socialiste qui ne répond pas à la loi de l'offre et la demande. Par exemple, à Béjaïa, ville côtière, on ne trouvait pas de masques, de tubas et de palmes pour la pêche sous-marine. Alors que la première fois nous sommes allés avec les enfants et ma compagne à Biskra, le premier magasin de sport venu, on n'est pas à Biskra en plein cœur du Sahara, mais on n'est pas encore bien trôné de magnifiques palmes, un tuba, un masque, etc. Autre exemple, un ami vient me voir, un ami français d'ici d'ailleurs, vient me voir et je lui dis, bon, je vais quand même t'emmener voir un souk El Fella, c'est un passage incontournable, c'est à voir. Et on déambule dans les allées de ce magasin d'État et tout d'un coup le copain me dit mais ça gèle beaucoup à Béjaïa. Alors là je lui fais mon petit speech de connaisseur en disant oui mais tu sais en haut à la montagne il peut faire très froid, il neige, d'ailleurs nous faisons du ski de fond sur les hauteurs de Béjaïa et même il y a une colonne française entière qui a péri dans une tempête de neige parce qu'il n'était pas équipé. Mais il me dit oui mais à Béjaïa là ça neige, ça gèle. Ben, je dis non. Et alors il me dit ben, pour des gars chez qui il ne gèle jamais, vous en avez de l'antigel. Et là je lève les yeux et je vois effectivement les rayons remplis d'antigel. Et pour moi je découvre parce que je me suis habitué aux pénuries. Donc il y a des choses que je ne vois plus et que l'apport d'un œil extérieur vous permet de voir. Et oui, effectivement, pour une raison mystérieuse, pourquoi ces tonnes d'antigel avaient atterri là pour remplir les rayons d'un souk El Fella vide des produits que les gens dont les gens auraient eu besoin. Voilà. C'était la même chose en URSS. Hein, j'ai accompagné de nombreux voyages en URSS, dans l'ancienne URSS communiste, et effectivement, il y avait des produits non demandés qui trônaient dans les rayons, alors que les produits demandés, eux, ou bien on était obligé de les acheter avec un produit non demandé pour obtenir ce dont on avait besoin. Voilà. De ce point de vue-là, l'Algérie était vraiment un pays socialiste. Là aussi, le marché noir qui prévalait, il pouvait y avoir des arrivages d'électroménagers, de téléviseurs, de machines à laver au magasin d'État, au souk El Fella ou d'autres magasins d'État. Mais ce qu'il se passait, c'est que le responsable du rayon d'électroménager se les gardait pour lui et faisait circuler le bruit qu'il pouvait en avoir dans son entourage, moyennant bien sûr un petit bakchiche au passage. Et bien ça aussi, c'est ces mêmes phénomènes de marché noir, de difficultés, de dysfonctionnement de l'approvisionnement et du circuit de distribution
qui provoquaient les mêmes pénuries. Ajoutez à cela, les pénuries ajoutent à la pénurie parce que les gens ont tendance à stocker et donc je vais vous raconter ça entraîne des phénomènes pratiquement permanents. La population nous a très bien reçus. L'administration, je dirais, un peu moins. Quand nous avons signé le contrat, on nous a fait miroiter que nous serions logés très facilement. Or, pas du tout. Pas par malveillance de la part de l'administration, mais simplement une telle pénurie de logements que vous en avez fait les frais. La plupart d'entre nous, les premiers temps, se retrouvaient logés à la synagogue, à l'ancienne synagogue, devenu un dortoir, une sorte de centre de tri avant la lettre pour coopérants arrivant. Comme nous avions un contrat de coopération tous les deux, moi et ma compagne, on a pu se payer un temps un logement dans le privé, mais c'était très cher. Mais pas mal de coopérants, ils n'étaient pas titulaires comme nous, c'était des maîtres auxiliaires, parfois un seul membre du couple travaillait, l'autre ne travaillait pas, donc obligé de passer par la case de la synagogue pendant 2-3 mois, et vivre en dortoir avec des enfants et des célibataires. D'ailleurs, c'est le principal problème en fait que nous avons rencontré, c'est cette histoire de logement. Avant d'être enfin logés dans une HLM convenable, parce que nous sommes passés aussi par la case du HLM vraiment lépreux, quand même, pendant quelques temps, que je raconte abondamment dans le livre, avec tous les inconvénients qui sont à faire, et surtout avec nos yeux d'occidentaux. Pour nous, ce genre d'habitat, on n'y habitait pas en France, par exemple, on ne connaissait pas... Mais il faut reconnaître qu'en tout cas à Béjaïa, qui était quand même une ville moyenne, il n'y avait aucun problème de délinquance, comme il y avait déjà en France dans les quartiers qui commençaient à devenir très chauds en 80. Non, à Béjaïa par exemple, ma planche à voile est restée pendant 3 ans sur le toit du camping-car avec une mince chaîne que l'on aurait pu sectionner très facilement sans que ça pose aucun problème. Jamais il n'y a eu de vol. Je reviens sur le titre de votre ouvrage qui est consacré à l'Algérie, 1984, Les oranges amères de Petite Kabylie. Ça fait référence à... Alors le titre du roman qui m'a été reproché dans les réseaux sociaux, notamment le terme de petite Kabylie. On me dit il n'y a pas de petite et de grande. De basse, oui. Même moi, c'est une invention coloniale pour séparer les Kabyles. En fait, moi, la petite Kabylie n'avait aucune connotation péjorative de ma part. C'était plutôt affectueux, d'ailleurs. Et puis, il se trouve que c'était l'appellation officielle de la wilaya. Petite Kabylie. Les oranges amères, pourquoi ? Les oranges amères parce que il n'y avait pas d'orange amère à Béjaïa, mais un peu un clin d'œil à la chanson de Enrico Macias, et aussi une allusion à la désillusion qui fut la nôtre par rapport aux espoirs que nous avions mis dans ce pays et la réalité à laquelle nous étions confrontés. 1984, eh bien c'est une référence au livre de George Orwell qui décrit un État totalitaire avec un Big Brother qui surveille tout le monde, ce qui n'était quand même pas le cas en Algérie. Les gens étaient libres de critiquer. Et puis 1984, c'est l'année de l'introduction du Code de la famille. 83, le Code de la famille n'existe pas. 84, c'est l'année de l'introduction du Code de la famille avec l'accélération de la politique d'arabisation qui se traduit d'ailleurs dans l'enseignement, par exemple, par l'instauration de classes dites de sciences islamiques dans les lycées. Donc, où des élèves, ce n'étaient pas forcément les meilleurs d'ailleurs, qui étaient orientés dans cette section. Mes collègues enseignants disaient d'ailleurs que c'était un petit peu le fourre-tout pour les élèves qui ne pouvaient pas aller en maths LM, en sciences ou en lettres, quoi, donc, et puis cette accélération et le besoin de plus en plus d'enseignants
moyen-orientaux, égyptiens, que la population soupçonnait d'être un cheval de Troie arabo-islamique dans le système. Pour moi, par exemple, en tant que professeur d'anglais, ce changement, si vous voulez, pédagogique dans l'enseignement se traduisait par l'adoption récente, l'année où je suis arrivé, d'un manuel d'anglais qui avait été rédigé par des Algériens et qui était, comme les autres manuels, une sorte d'instrument de propagande pour le pouvoir. En fait, on nous racontait, les élèves racontaient l'histoire de l'Algérie en anglais. Or, à mon sens, une méthode d'apprentissage des langues vivantes doit être un apprentissage linguistique, mais civilisationnel aussi, doit faire part de faits, de problèmes qui sont soulevés, qui sont vécus dans les pays où cette langue est parlée. Là, il y avait un seul manuel d'anglais imposé à tout le monde, alors que les années précédentes, les enseignants se servaient de manuels d'anglais comme langue étrangère, publiés en Angleterre, en Amérique, ou surtout en Angleterre. Et donc il y a eu un changement de perspective pour l'enseignement des langues. Moi, personnellement, j'ai essayé de pallier ce problème en photocopiant. Là, il n'y avait pas beaucoup de photocopies à l'époque, mais en utilisant certains textes. Vous voyez, par exemple, en 86, je crois, c'est l'année de « Touche pas à mon pote ». Et donc, il y avait eu sur Time Magazine un article sur ce mouvement français, « Don't touch my body ». Et donc, je leur avais fait étudier ce texte. Et jamais personne ne m'a fait de remarques dans l'administration, mais par exemple, je n'aurais pas pu le proposer pour les compositions, parce que, voilà, aussi le système algérien de l'époque était arabisé en phase d'arabisation accélérée, mais c'était encore, on se croyait dans un vieux lycée français, quoi, avec les compositions, les classements, les moyennes générales au centième, les filles qui portaient la blouse rose pour les internes et la blouse bleue pour les externes, ou l'inverse. En tout cas, un code vestimentaire. Voilà, une discipline, qui me rappelait, surtout pour les filles, qui me rappelait les lycées français d'avant 68. Vous aviez en charge quelle tranche d'âge ? De la seconde à la terminale, puisque moi j'étais prof de lycée. Déjà en collège, l'Algérie n'avait plus besoin de coopérants. Elle se débrouillait avec ses propres forces. C'est dans le secondaire et bien sûr à l'université qu'elle avait encore besoin de coopérants à la fois arabophones pour enseigner l'arabe, parce que surtout en Kabylie, les gens étaient quand même plutôt francophones. Moi, mon chef d'établissement, je me souviens, c'était un gars de ma génération, même un peu plus vieux, qui avait été scolarisé, alphabétisé en français. Et donc, il se voyait obligé de conduire les conseils de classe en arabe, mais on voyait bien, surtout que moi, j'avais appris l'arabe, je comprenais, on ne me traduisait plus, un conseil de classe à la fin, je comprenais assez bien, et je voyais bien que mon chef d'établissement n'était pas à l'aise en arabe. Pour lui, l'arabe était une langue étrangère, certes, sans doute très bien parlée, mais il était plus à l'aise en français, quoi. Donc c'était... voilà. Vous êtes arrivé donc en 83. 83, le premier printemps berbère est passé. 80. Ouais. Alors le premier... d'abord, sur la question berbère, qui est l'un des thèmes du livre, pas le thème majeur, je pense. Non, mais on sent qu'il est... Oui, alors moi, totalement ignorant, avant d'arriver en Algérie, de la question berbère. Pour moi, les Algériens étaient des Arabes. Les Berbères, pourtant,
une certaine culture quand même, mais jamais on ne m'avait parlé. Pour revenir sur mes Algéries d'avant l'indépendance, j'avais oublié d'en parler. Pour moi, l'Algérie, c'était la carte des 3 départements français d'Afrique du Nord qui trônait dans toutes les classes avec le professeur de géographie. Et jamais, j'ai peut-être oublié, mais jamais on m'a suggéré qu'il pouvait y avoir des gens qui parlaient autre chose que l'arabe. Bon, et puis sur l'arabe, de quel arabe était parlé en Algérie? Moi je pensais que tous les gens parlaient, les arabophones parlaient le même arabe, les arabes dialectales. Alors là vraiment, ça a été une découverte pour moi quand tous les jours que Dieu faisait, on me parlait de cette question en Kabylie. Tous les jours, on me disait, oui, notamment, je raconte l'anecdote de mon coiffeur qui me disait, avant, c'était nos ancêtres les Gaulois, et maintenant, c'est nos ancêtres les Bédouins d'Arabie Saoudite. Et il continuait en disant, Monsieur Fournier, en France, on ne parle pas de franciser la France, puisque la France est là. Donc si on parle si on parle ici d'arabiser l'Algérie, c'est précisément parce que l'Algérie n'est pas arabe. Alors les slogans de berbérité, de berbéritude, d'amazirité que l'on trouve abondamment maintenant sur les réseaux sociaux, on n'en entendait pas vraiment parler. Hein. On ne nous en parlait pas. Et on ne nous parlait même pas des événements du printemps berbère de 80 et de la répression qu'il y a eu. Or, ce printemps, ces événements de 80 avaient commencé à Amizour, c'est-à-dire le lycée où j'étais nommé, qui ouvrait l'année où... Et dans ce lycée, je n'ai jamais entendu parler des événements de 80. En fait, j'ai découvert ces événements après mon séjour en Algérie. J'ai su rapidement, après notre départ, qu'il y avait eu ces manifestations réprimées dans le sang en 88, qui ont amené les élections où le fils a triomphé. Mais sur ces événements de 80, à ma connaissance, personne ne m'en a parlé. Je découvrais ça. Donc il y avait quand même une certaine omerta sur certains œuvres. Ou bien, pourtant, j'avais des collègues berbérophones et militants. On avait voulu en faire sans doute. Kabyle, notamment un médecin qui était poète berbère. Mais même ceux-là, qui étaient très critiques envers l'arabisation et la non-reconnaissance de l'identité kabyle, parlaient surtout de kabyle. À l'époque, pas de berbère, encore moins d'amazir. C'est vrai. Ce qu'il était, mais on sentait bien. Alors, la seule manifestation vraiment identitaire, c'était tous les dimanches. Pas tous les dimanches, tous les vendredis, je ne sais pas quand avait lieu le match de foot, c'était le jeudi ou le vendredi. Oui, je pense que c'est très aléatoire, ça doit être le jeudi ou le vendredi, le week-end étant le vendredi et le samedi maintenant. Tous les jeudis, donc quand la JSK, la jeunesse socialiste kabyle de Tizi Ouzou, avait écrasé un club de la capitale ou arabophone, les gens, les jeunes surtout, défilaient dans les rues. Il n'y avait pas de violence, mais ils étaient très encadrés par la police, et de temps en temps, la police devait les disperser. C'était la seule, si vous voulez, manifestation d'identité berbère qu'on a connue. Et puis pour moi, mes élèves dans la classe, rentrant à la classe, ils prenaient une craie et ils faisaient le signe kabyle. Le fameux Z qui veut dire voilà, l'homme libre. Et tous les gens, enfin presque tous les gens, me disaient attention, M. Fournier, on est kabyle, on n'est pas arabe. Avec une certaine dose de chauvinisme kabyle, d'ailleurs, parfois de racisme anti-arabe, duquel je m'étonnais d'ailleurs, moi j'ai entendu parfois des horreurs sur les Arabes que je n'avais jamais entendues chez moi et pour lequel vous n'étiez pas partie prenante là-dessus, vous n'étiez pas directement concerné, je veux dire. Restons sur la question kabyle, si vous me l'autorisez. Pensez quoi des mouvements, entre autres, on va parler
Alors, mes amis me disent le Hirak, c'est un mot arabe, c'est pas vraiment ce qui on va parler de révolution pacifique, un peu à l'instar de la révolution du jasmin qui a débuté un petit peu avant l'Algérie en Tunisie. Oui. Vous pensez quoi de ces mouvements, de cette révolution pacifique qu'on a évoquée? C'était quelque chose dans la logique? Est-ce que dans les années 80, quand vous étiez en Algérie et entre autres en Kabylie, vous pensiez que l'Algérie allait se réveiller, que le mouvement était en marche et que l'indépendance n'avait pas encore abouti? C'est quelque chose de prévisible? Ce qui était prévisible à l'époque, c'est que ça allait péter quelque part. Quand nous sommes partis en 86, on avait vraiment l'impression, d'ailleurs je crois que je le décris dans le roman, l'impression de fin, pas de fin de siècle, mais de fin de séquence, quoi. Que quelque chose allait se passer, d'aussi grave que la décennie noire, non, mais on sentait bien que quelque chose, qu'il y avait une montée du sentiment islamiste dans la population. Les gens d'ailleurs qui nous disaient qu'ils voteraient pour le fils, pour les islamistes, n'étaient pas forcément des intégristes, mais simplement l'impression que avec la religion, il y aurait moins de corruption, il y aurait plus d'honnêteté, il y aurait plus d'aide aux pauvres et aux miséreux. Mais on ne pensait pas que la répression serait si dure. Certains nous disaient que jamais l'armée algérienne ne tirait sur ses enfants. Voilà. Et en 88, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Et le fait que le fils ait gagné les élections, ça ne nous a pas surpris outre mesure. Il y avait quand même de nombreux signes, des gens qui nous disaient que ça serait mieux en appliquant des principes islamiques. La charia, je ne savais pas ce que c'était, on n'en parlait pas. Personne ne nous a dit que le code de la famille était très décrié par les berbères, mais personne ne faisait référence à la loi islamique, à la charia. C'est un terme que je ne pense pas avoir entendu à l'époque. Alors maintenant, sur ce qui se passe à l'heure actuelle, j'évite sur les réseaux sociaux de me prononcer en tant qu'étranger, surtout en tant que Français. Je prends la précaution souvent de dire que je n'ai aucune légitimité à me prononcer là-dessus. Maintenant, alors, je dois dire que je suis assez admiratif par la maturité jusqu'à présent du mouvement. Ça fait 2 ans même qu'il manifeste pacifiquement. On ne peut pas en dire autant nous Français. C'est vrai qu'on a comparé souvent au mouvement des Gilets jaunes. Oui, mais enfin, on pourrait en prendre de la graine de ce point de vue-là, sur la maturité du peuple algérien qui manifeste paisiblement, malgré la répression. Il faut dire aussi qu'ils savent aussi que s'ils devenaient violents, la réaction du pouvoir serait différente. Oui, et puis il y a des données qui sont importantes, c'est que les réseaux sociaux sont là aussi en soutien d'un mouvement, donc autant être effectivement vigilant sur l'image qu'on donne. On est dans une révolution, mais effectivement, sachant qu'aujourd'hui il se passe quelque chose en Algérie en une fraction de seconde. Les gens sont vigilants de donner une bonne image, mais aussi ils savent que la répression viendrait plus rapidement que chez nous. Alors, ce qui me surprend, parce que je ne l'ai pas vécu avec cette acuité, si vous voulez, quand j'étais, c'est les mouvements autonomes, voire carrément indépendantistes berbères. Quoi. Que vous n'avez pas... Si vous voulez, il y avait surtout une revendication linguistique plus que... Mais on ne parlait pas à l'époque d'autonomie, encore moins d'indépendance. Alors que c'est vraiment explicite maintenant. Il y a même... J'ai lu des articles qui parlent de l'ALN comme une armée d'occupation coloniale en Kabylie, quand même. C'est quand même surprenant. Alors, je dois dire que, pour ce qui me concerne, moi, je vois mal
comment la Kabylie pourrait s'en sortir toute seule, ne serait-ce qu'économiquement ou socialement. Alors les indépendantistes ou les autonomistes sont persuadés que, j'avoue ne pas avoir vraiment d'idées là-dessus. En même temps, je crois que les Kabyles expriment, se réfugient dans certains Kabyles, pas tous, se réfugient dans cette revendication parce qu'ils voient que chez les arabophones, l'influence des arabo-islamistes est quand même beaucoup plus grande qu'en Kabylie, et ils peuvent se dire, bien au moins avec l'autonomie ou l'indépendance, une manière d'échapper un petit peu. Voilà, on va échapper à cette chape de plomb qu'on nous impose depuis l'indépendance. Vous avez toujours des contacts avec l'Algérie? Oui, j'ai toujours des contacts. D'ailleurs, si j'ai pu être publié, si une version de mon livre a pu être publiée, c'est grâce à une amie qui a payé l'éditeur en dinars pour que le livre soit imprimé et diffusé là-bas, oui. Merci. Grâce aux réseaux sociaux, à Facebook essentiellement, j'ai été surpris de retrouver tant d'élèves et surtout de recevoir tant de compliments de leur part. Je ne pensais pas avoir laissé un souvenir, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup plus de respect pour le professeur encore en Algérie que chez nous. Le professeur restait quelque chose. Et puis surtout, ce dont ils se souviennent de moi, c'est de ma guitare et du fait que je leur faisais chanter des chansons anglaises. Et je crois que c'est ça qui m'a valu. Ma femme était ma compagne était très appréciée aussi en tant que prof, mais aussi en tant qu'éducatrice. Elle avait de très bons contacts avec eux. Enfin, en tout cas, oui, ça a été une surprise. J'ai eu beaucoup de compliments sur ma manière de faire, sur mon humour aussi, que je les faisais rire, voilà. C'est toujours agréable, c'est bon pour l'ego, quoi, mais même si ça constitue une surprise, oui. Agréable, il faut dire. Vous êtes retourné en Algérie? Non, mais avec la publication de ce bouquin, j'espère pouvoir y retourner sans risquer des ennuis avec le pouvoir. Mes amis me disent que non. Bon, mais oui, quand la Covid sera terminée, cette pandémie, oui, pourquoi pas, j'irai bien. Le livre a participé au Salon du Livre d'Alger récemment, il était représenté, il s'en est vendu pas mal. J'aurais préféré y être pour faire des dédicaces. On m'invite déjà, il y a de nombreux clubs autour de Béjaïa, à Tichy par exemple, à Amizour, je suis inventé par... Il y a en fait pas mal de cafés littéraires, alors des écrivains célèbres, par exemple, avec lesquels je corresponds, Amin Zawi notamment, est allé récemment faire une conférence débat. J'ai publié des images d'ailleurs qu'on m'avait envoyées, une audience pour un café littéraire qui est surprenante. On ne réunirait pas autant de personnes, à mon avis, dans un petit village comme Tichy. C'était Tichy, oui. Est-ce que vous pouvez me livrer votre avis sur votre regard sur l'attitude de la France vis-à-vis de l'Algérie de l'époque, et puis de l'attitude ou la non-attitude de la France aujourd'hui depuis le mouvement de révolution pacifique? Vous avez une opinion là-dessus que vous voulez me livrer? Mon opinion sur l'attitude de la France par rapport à ce qu'il se passe en Algérie et par rapport au Irak. Alors, je pense que la France, de toute façon, toute diplomatie reconnaît comme interlocuteur le pouvoir en place, qu'il soit dictatorial, qu'il soit légitime ou pas. Voilà. On est bien forcé de composer avec, et Macron et Hollande avant lui sont obligés entre l'envie sans doute de se montrer plus critique envers les atteintes aux droits de l'homme, mais la réelle politique qui fait qu'on est bien obligé de composer avec un pouvoir en place, aussi peu sympathique soit-il. Quant à l'Algérie, je crois que l'attitude de la France
pas très critique, en tout cas ouvertement envers le pouvoir, s'explique par ce qu'il s'est passé auparavant dans les printemps arabes. C'est-à-dire qu'on a été échaudé, on a fait tomber des dictateurs, parfois en accompagnant les mouvements, comme en Libye. Et on ne peut pas dire que, à part en Tunisie, où il semblerait quand même qu'il y a qu'il y ait des progrès, que ça soit très bien passé. Oui, qu'on en tire une gloire d'ailleurs. Oui, donc maintenant, avant de soutenir un mouvement de libération, je crois que la diplomatie française, plus qu'une constante néocolonialiste, dont on accuse la France beaucoup sur les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux pensent que, en fait, c'est la France qui gouverne encore l'Algérie. Alors là, à mon avis, je pense qu'on est dans le pur complotisme. La France n'a aucun intérêt, ne serait-ce qu'égoïstement, à ce que ça se passe mal en Algérie. Ne serait-ce que parce que si on vient une autre décennie noire, il y aura une vague migratoire, et honnêtement, personne maintenant en France ne veut d'une vague migratoire, qu'elle vienne d'Algérie ou d'ailleurs. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je pense. En tout cas, moi je lis parfois des choses qui en tant que Français méritent. Je suis le premier. Moi, le fait de dire que la colonisation a été un crime contre l'humanité ne me pose aucun problème, personnellement. Oui, je pense que c'est un crime. Oui. Je préférerais qu'on ne limite pas la notion de crime contre l'humanité au simple commerce triangulaire européen. On pourrait parler aussi de l'esclavage pratiqué par les Arabes ou ailleurs. Mais cela ne me pose aucun problème. Là où je tique un petit peu quand même, c'est quand on parle de génocide. Oui. En Algérie. Le génocide, c'est quelque chose de précis qui est défini par le tribunal international. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait volonté d'extermination, volonté et mise en œuvre d'un plan d'extermination. Alors, il y a des choses atroces qui ont été commises au début par Bugeaud et même après, les enfumades et tout, mais bon, la torture. Sans minimiser. Mais on ne peut pas quand même parler de génocide. Ce qui me désole, ce qui m'afflige un petit peu, c'est quand j'entends certains membres du gouvernement, je me souviens plus qui a parlé récemment que la France était l'ami héréditaire et éternel de l'Algérie. Après, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, malgré toutes les bonnes volontés, il y en a quand même en France. Tout le monde ne vote pas pour Le Pen, heureusement. Mais si on vous dit, on vous renvoie constamment le fait que quoi que vous fassiez, vous serez l'ennemi héréditaire et éternel de l'Algérie, après on peut comprendre que des gens votent pour des solutions. Vous voyez, il y a quand même... Et ça, cette idée que la France gouverne toujours l'Algérie... Je l'ai entendu, je l'ai vu dans les rues d'Alger quand je marchais le vendredi, donc... Voilà, donc, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai qu'il y a encore des tentations coloniales, néocoloniales, dans la mesure où la France préférerait qu'il y ait au pouvoir un gouvernement qui corresponde mieux, mais je crois que tous les pays sont comme ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis de la part de la France, eu égard également au rapport Stora que beaucoup contestent, il y a malgré tout des tentatives pour reconnaître certaines erreurs. Et voilà. On pourrait parler du rapport Stora. Je crois que ce rapport Stora, alors il est critiqué aussi bien par les anciens nostalgiques de l'OAS que par les Algériens qui voudraient qu'on ne parle que du côté génocidaire
de la France. Mais il me semble, je ne suis pas historien personnellement, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, ma compagne était prof d'histoire, mais il ne me semble pas quand même qu'on puisse parler de génocide et d'ennemis éternels. En tout cas, la nouvelle génération a beaucoup de gens, chez moi, dans mon milieu, des gens qui n'étaient pas forcément politisés, mais n'étaient pas pour la colonisation, on n'avait rien à voir. Même, bon, il y avait cet intérêt, dire on ne veut pas que notre fils aille risquer sa vie pour une cause qui n'est pas la nôtre, mais aussi cette idée quand même qui existait. On a été envahi par les Allemands, on les a mis dehors. C'est normal que les Algériens ne nous veulent plus chez eux. Pourtant, un milieu modeste qui n'avait pas de grande puissance à développer des idées géopolitiques ou géostratégiques d'ensemble, mais il y avait cette sincérité, même si il y avait un petit peu parfum de condescendance envers les indigènes, etc., de moquerie, avec des... non, je ne pense pas que la France n'a aucun intérêt à ce que les choses aillent mal. La France a plutôt intérêt à ce qu'il y ait une transition démocratique, pacifique qui se passe en Algérie, et surtout que cette transition démocratique, si vote il y a, pour l'instant il n'en est pas question dans l'Irak, mais il faudra bien qu'il y en ait un jour. Alors, sur cette question de la participation ou non aux élections ou à un gouvernement, il y a des mouvements comme le RCD qui sont très critiqués pour avoir participé un temps, etc. Ils sont passés comme des collaborateurs. Là aussi, refuser toute participation à des élections, ça fait deux ans que les manifestations durent. Il faudra bien qu'un jour, on s'assoit à une table et qu'il y ait une plateforme qui soit définie. Mon Algérie à moi, s'il fallait une ville. S'il devait y avoir une ville qui représente mon Algérie à moi, bien entendu, c'est Béjaïa, la ville où j'ai vécu, où j'ai travaillé, et où la population nous a très bien accueillis. Et puis une très belle ville, un site fantastique, une côte très belle. On peut regretter d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus visitée par les étrangers. Bon, mon Algérie à moi, c'est aussi ce grand sud que j'ai parcouru, de Tamanrasset au Tassili également. C'est un pays dont on peut regretter qu'il ne soit pas plus ouvert sur le monde, pour des raisons de sécurité essentiellement, mais pas seulement, je crois, pour des raisons quand même d'un mal qui a été fait, d'une fermeture due à cette option socialiste qui a enfermé l'Algérie dans le bloc communiste, et pour cette autre option arabo-islamiste qui l'a enfermé, qui continue à l'emprisonner encore dans un secteur d'influence plutôt moyen-oriental. Un écrivain ou un livre qui vous fait penser à l'Algérie, qui vous évoque l'Algérie? Moi, c'est mon écrivain contemporain algérien favori, c'est Boualem Sansal. Boualem Sansal qui a lu mon livre, puisque je lui avais envoyé le manuscrit, et qui en a dit grand bien d'ailleurs, qui m'a dit notamment que j'avais su admirablement traduire l'atmosphère qui régnait à cette époque, et en me disant qu'on avait vécu la même chose finalement, puisque en 83 il vivait encore en Algérie, et je pense qu'il n'avait pas encore publié vraiment de livre. Je pense en 83-84, c'est sur le livre, mais vraiment j'ai d'ailleurs hâte de lire son prochain, qui a été récompensé par le prix de la Méditerranée, je crois. J'aime beaucoup aussi Yasmina Khadra, mais je le trouve parfois un peu ambigu, si vous voulez, dans ses choix. Un peu timide, un peu prudent, disons. Alors, je sais que beaucoup d'Algériens reprochent à Sansal et à d'autres de ne plus vivre en Algérie, mais enfin, c'est un peu le même reproche qu'on faisait aux dissidents soviétiques, si vous voulez. On ne publiait pas leurs livres au pays. Après, il ne faut pas s'étonner
qui s'en aille. Mais Sansal a tenu bon quand même, hein, alors qu'il était sous le coup de plusieurs fatwas. Hein, il a continué à vivre en Algérie. Maintenant, il se tient plus à l'écart. En tout cas, à mon avis, ce qui m'a frappé dès la lecture des premières lignes de son premier ouvrage, Le Serment des barbares, là, sur le trafic de restes hein, entre l'Algérie et la France, c'est le style. C'est ce style flamboyant. Je me disais, on a quand même laissé une certaine empreinte dans ce pays, si le système scolaire, avec toutes ses déficiences, hein, tel qu'il existait en Algérie, a pu produire des indigènes possédant la langue française mieux que moi-même, en tout cas dans la manière d'écrire, d'un style absolument flamboyant, Sansal, hein, qui devient moins flamboyant, plus austère maintenant, mais qui atteint une certaine maturité. Mais au niveau de conscience aussi. Qui pose des... D'ailleurs, il y a plusieurs citations en tête de chapitre de lui, notamment la manière dont il définit les caractéristiques du pouvoir algérien comme d'un pouvoir totalitaire, hein, l'ennemi extérieur, l'ennemi étranger, la corruption, tous les ingrédients sont réunis. La surveillance, ça correspond tout à fait. C'est lui, à mon avis, qui va le plus loin dans sa condamnation du pouvoir. Plus que Kadra. Oui, Kadra est plus même que Daoud. Je crois que oui, si j'avais un écrivain à choisir, c'est Sansal, sans conteste, que je choisirais. D'ailleurs, j'ai lu tous ces bouquins, hein, je les ai tous. Même à distance, on se rend compte que l'Algérie fait partie de vous. Merci beaucoup, sincèrement, d'avoir... C'est difficile quand vous avez vécu si intensément certaines choses dans un pays, puis où on s'est fait des amis quand même, où on continue, semble-t-il, à être apprécié par les élèves et par les anciens amis. C'est difficile que je n'aime pas. Et puis surtout, il a contribué à ma mutation idéologique, politique, à mon regard posé sur beaucoup de choses hein, dans le monde, sur la colonisation, sur ce qu'a été la colonisation, sur ce qui est souhaitable comme régime pour la France aussi. En tout cas, si j'ai pu rêver à un moment d'un système communiste, ça, l'Algérie a bien contribué à ma guérison.